Les matins de France Culture, 7h42. Aujourd'hui, vous le savez, sort donc en salle Ceci n'est pas un film de Jafar Panahi et Mojtaba Mirtamasp. Agnès Victor, Chala Chafik, c'est bien comme ça, voilà. Film, on le sait, qui a connu quelques péripéties pour arriver jusqu'en France, puisqu'il a été notamment tourné dans l'appartement de Jafar Panahi, qu'il a exporté clandestinement dans un gâteau par clé USB, dit-on, jusqu'à sa présentation à Cannes au printemps dernier, mais donc présentation du film, certes, mais en l'absence de son réalisateur Jafar Panahi. Alors au matin de France Culture aujourd'hui, nous prenons Ceci n'est pas un film très au sérieux et comme une fenêtre qui nous est ouverte sur la société et le régime iranien. Alors cela dit, une fenêtre tout de même bien paradoxale, puisqu'on sait qu'une séparation de Asghar Farhadi, film autorisé en salle depuis juin, a lui dépassé la barre des 900 000 entrées en France, va représenter l'Iran aux Oscars, tandis que pendant ce temps-là, Mojtaba Mirtamasp, le co-réalisateur de Panahi, vient d'être arrêté la semaine dernière, ainsi que 6 autres professionnels du cinéma iranien. Alors, qu'est-ce que nous dit le cinéma iranien de la société iranienne? Comment se fait-il qu'il puisse y avoir aussi, en même temps, au fond, toujours des films? Dites-vous, Agnès de Victor, depuis même la révolution islamique de 1979. Et comment aujourd'hui se vit-on dans ce pays, l'Iran, depuis ce que l'on appelait la révolte verte de 2008. Pour en discuter avec nous, on pourrait dire quelques habitués, presque maintenant des matins de France Culture, que nous aimons recevoir pour comprendre ce qui se passe de jour en jour. Chala Chafik, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes sociologue et écrivaine iranienne, exilée en France depuis longtemps, auteur de Islam politique, sexe et genre à la lumière de l'expérience iranienne. Agnès de Victor, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue et maître de conférences à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et on vous doit l'indispensable politique du cinéma iranien de l'Ayatollah Khomeini au président Khatami, CNRS édition. Et puis voilà, vous êtes le dernier, mais vous êtes l'homme du plateau avec moi, si j'ose dire, Abed Salabatian. Vous êtes, vous, ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères iranien, député iranien, co-auteur de Iran, la révolte verte. Et toujours libraire, rue Cujas à Paris? Toujours, les dernières des Mohicans. Pas à la retraite, donc. Hein. Non, à la retraite, mais les Mohicans, ils résistent pour les espèces en voie de disparition. Ouais, les librairies au quartier latin, malheureusement, ils vivent des moments difficiles. Je vous trouve très en forme pour un dernier des Mohicans. Je vous propose d'écouter tout de suite la voix de Mojtaba Mirtamasp. من باز اشاره میکنم ببینید ایده این بود که فیلمساز نمیتونه فیلم نسازه. L'idée était que un réalisateur ne peut ne pas faire de film. و من اون مثال میزنم، مثال ایرانی که سلمونی وقتی بیکار میشن نهایتا سر همدیگر رو اسلام. Et je cite toujours l'exemple d'un adage ou une expression iranienne qui dit que lorsque les coiffeurs n'ont rien à faire, ils se coiffent les uns les autres. و این به نظر من خود موضوع فیلم نساختن موضوع این فیلم بود. Pour moi, le sujet de ne pas faire de film était le sujet de ce film. ولی اینکه چرا اسمش یک فیلم نیست، من اشاره میکنم به نقاشی رنه مگریت که یک پیپی رو کاملا بازسازی کرده و میگه این یک پیپ نیست. Alors, et pourquoi ce film s'appelle Ceci n'est pas un film? C'est en référence à la peinture de Magritte qui dessine une pipe et qui dit ceci n'est pas une pipe. Voilà, Mojtaba Mirtamasp, c'était au mois de mai dernier au Festival de Cannes. Il avait pu, lui, se rendre au Festival de Cannes, tandis que Jafar Panahi était interdit de Festival de Cannes. Comment est-ce qu'on peut comprendre déjà, par exemple, cette étrange chose que l'un soit autorisé et l'autre pas, et sachant que maintenant, Mojtaba Mirtamasp a été arrêté par les autorités iraniennes? Chala Chafik, Ahmed Salamatian. Allez-y. Voilà, je pense que c'est l'étrange paradoxe qui étonne toujours les personnes de l'extérieur de l'Iran, mais à l'intérieur, tout le monde y est habitué. C'est aussi, si vous voulez, d'une part, il y a un pouvoir totalitaire qui contrôle tout, et d'autre part, il y a quand même un débordement. Il y a une effervescence sociétale qui n'est plus possible d'être contrôlée. Et donc ça s'exprime à partir dans le champ de l'art et plutôt dans le champ du cinéma qui a été un champ assez particulier en Iran depuis la Révolution. Ça veut dire, en fait, c'est l'image qui exprime des choses quand la parole n'est pas libérée. Et effectivement, d'une part, comme vous l'avez dit, la séparation
qui est aussi un film social, un cinéma social et éminemment politique en même temps, a une popularité telle, et donc après avoir été rejeté et accepté et intégré, puisque le régime iranien cherche aussi à avoir une image internationalement acceptable. Et de l'autre côté, Panahi subit la censure, et Mirta Masp est emprisonné. Et cet autre cinéaste et aussi beaucoup des étudiants, des militants de droits des femmes et les leaders politiques qui sont aussi sous la pression. Ahmed Salamatian. Oui, le pouvoir iranien, comme tout pouvoir autoritaire, il a une politique du fond et il a une tentation de pouvoir profiter d'une certaine image internationale. Le cinéma iranien est devenu l'objet de désir pour le transformer comme un moyen de propagande et en même temps le terrain de la contestation où le cinéma, pour être véritable, il devient d'une certaine manière le reflet de la société. C'est pourquoi la limite de l'autorisé et non autorisé dans le cinéma iranien, c'est une limite, une frontière qui change par le film, par le climat de jour, par le comportement de pouvoir, par l'écho qu'a même le film sur le plan international. Mirta Masp était ici à Paris il y a 3 mois, 4 mois. Il était autorisé. Parce qu'à ce moment-là, les films de Mirta Masp n'avaient pas encore de l'écho. Il a suffi que le film qui est projeté actuellement en France, les morceaux soient sortis, soient diffusés sur les chaînes internationales. Et surtout, qu'un long documentaire de ça soit publié, diffusé sur le BBC en persan. Et le pouvoir iranien a plus peur de représenter ce cinéma dont il veut profiter pour la propagande au public iranien même, pour que Mirta Masp devienne un objet de l'ordre public, de sécurité publique, et l'objet du ministère de renseignement. Aujourd'hui, c'est le ministère de renseignement iranien qui ne cache pas. Il dit c'est lui qui a envoyé Mirta Masp et ses amis en prison pour le fait même uniquement que leurs courts-métrages ont été diffusés sur la chaîne de BBC en persan, c'est-à-dire adressé aux Iraniens. Ça, c'est toute la contradiction de ce cinéma. Un pouvoir qui est content qu'un film iranien soit présenté à Oscar, mais il aurait préféré que ça soit un film de Basij sur les scènes de la guerre. Que l'Oscar choisit un autre film, ça commence à le gêner. Il y a toujours la tentation de vouloir contrôler. Agnès Victor, vous qui avez fait cette longue histoire du cinéma iranien, justement de la Révolution à aujourd'hui, comment vous pouvez nous faire aller un petit cours tout de même d'histoire et de décryptage sur ce long compagnonnage, si j'ose dire, contrarié et complexe entre le cinéma et les divers pouvoirs politiques qui se sont succédés en Iran. Vous parlez de ce postulat dans votre ouvrage Politique du cinéma iranien pour dire que, oui, au fond, curieusement, et ce qui peut paraître original, c'est que voilà, le cinéma a parfaitement survécu dès la révolution iranienne de 79 jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, voilà, un coup interdit, un coup autorisé. Pourquoi, par exemple, Une séparation est-il un film autorisé ? Alors, je vais revenir au début de la question que vous m'avez posée. Je crois qu'il y a un point essentiel en Iran, en tous les cas quand on observe aussi les autres pays, c'est que le cinéma compte. Le cinéma, ça veut dire quelque chose pour les dirigeants. Ils l'ont toujours pris au sérieux. Ils l'ont pris au sérieux. Ils se sont investis, notamment après la Révolution, d'un point de vue politique, économique. Bien sûr qu'il y a eu de la censure. Il y a aussi eu des dispositifs de soutien. Sans ces dispositifs de soutien, aucun des films n'aurait pu être fait, parce que le cinéma, c'est une industrie. Donc il y a eu une relance industrielle à partir du moment où le secteur privé a été vacillant suite aux événements de la Révolution. Mais le régime a toujours pris le cinéma au sérieux. Et alors c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'il y a eu à la fois du coup il le prend soutien, parfois trop au sérieux. Il le prend trop au sérieux, mais il le prend au sérieux aussi, comme le disait Monsieur Salamatian, il le prend au sérieux aussi comme un à finalement qui reçoit des lettres d'accréditation. Enfin c'est un accrédité un peu partout et à chaque coup je dirais rien n'est gagné, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais. Le film de Rasoulov par exemple, Rasoulov était dans une situation comme Panahi
Panahi, donc il a été jugé sous le même coup que Panahi. En même temps, lui n'a pas pu sortir, le film a pu sortir, une autorisation de tournage, puis après une interdiction de distribution. Enfin, on est au coup par coup, et je pense que ce qui caractérise aujourd'hui la situation par rapport aux 30 dernières années, c'est qu'on n'a plus du tout une unité, si j'ose dire, dans les prises de décision de l'État. On a une atomisation des lieux de décision, on ne sait plus qui décide de quoi. Et je pense que là, on est dans du coup par coup, dans des négociations au coup par coup. Certaines sont rattrapées par la suite, des gaffes sont faites. Enfin, et je trouve ce qu'il y a de plus déroutant aujourd'hui, c'est qu'on ne sait absolument pas, on ne peut absolument pas prévoir comment, pour un cinéaste, comment ça va évoluer. Et le cinéma, c'est de l'argent, c'est du temps. Donc c'est là où les difficultés risquent d'arriver. Une palme d'or protège un cinéaste? Je pense à Abbas Kiarostami, par exemple. Alors, protège, oui et non. C'est-à-dire que oui, protège la visibilité internationale est un atout énorme, mais ça ne veut rien dire. Elle peut être aussi une source elle a été d'ennui terrible. En mai 97, quand Kiarostami a eu sa palme d'or pour le goût de la cerise, palme d'or partagée. Avec Shoei Mamura. Avec Emmanuel Danguille. Néanmoins, quand il est rentré à l'aéroport de Téhéran, des Bassidji l'attendaient en guise de comité d'accueil. Donc c'était aussi parce que compliqué. Catherine Deneuve l'avait embrassé. Il avait fait la bise. Charles Chafik. Vous savez, au-delà de tous ces aspects, si vous voulez, la propagande, une tentative de récupération de l'art et de l'image, il y a aussi une réalité profonde qui s'exprime à partir de cette confrontation entre le cinéma et le régime, une confrontation qui est à la fois très complexe puisque les cinéastes essayent de faire dans la mesure du possible. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'exprime, c'est qu'on peut pas, la censure ne peut pas être absolue et que le régime islamiste a produit, même en donnant les moyens, le contraire de soi-même. Si vous voulez, c'est ça, c'est là où l'art et l'expression artistique, par l'effet libérateur qu'elle a en soi, dépasse toute tentation totalitaire. C'est-à-dire, en fait, les cinéastes essayent de jouer avec la censure, que ce soit Farhadi, que ce soit Kiarostami, que ce soit Panahi. Mais dans ce jeu, il y a des œuvres qui échappent même à la censure, même parfois même au réalisateur. Mais ce qui est pas le cas dans le film de Panahi. Ça veut dire que c'est un film réfléchi qui essaye de contourner et en même temps confronter avec beaucoup de courage tout, c'est-à-dire que dépasser ce jeu. C'est-à-dire, il le dit Mirta Masp et Panahi, ils disent, ceci n'est pas un film, c'est pas la référence seulement au tableau, c'est aussi de dire, parce qu'on a été interdit de filmer, on nomme notre œuvre autrement pour déjouer le jeu. Avec cette très belle ironie de Jafar Panahi disant on m'interdit de faire un film, mais après tout on ne m'interdit pas de lire le scénario à haute voix. Voilà, et donc il va jouer constamment évidemment sur cette ambiguïté-là, sachant que tout de même, et il faut le dire et nous aurons le temps d'y revenir dans la seconde partie de l'émission, que ça n'est pas juste parce qu'on entend ça et là peut-être un peu par-ci par-là, ce n'est pas juste un film bonne conscience qu'il faut aller voir pour soutenir quelqu'un qui sera en prison. Il se trouve que par ce dramatique effet de censure, c'est un très grand film, authentiquement de grand cinéma, mais nous aurons l'occasion d'y revenir parce qu'il se passe l'inattendu. On pourrait penser les 20 premières minutes que on va avoir quelque chose de l'ordre plus de documentaire que du cinéma, mais il faut bien attendre les 20-25 premières minutes pour voir que surgit un inattendu qui provoque une des plus grandes émotions de cinéma qu'on puisse avoir, comme au bon vieux temps des Frères Lumière. 8h et toujours 16 minutes autour de la table, Caroline. Il y a chef Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc Vinchel. Alors, sous toutes les coutures aujourd'hui, la révolution verte. Ben oui, parce que c'est quand même en Iran que tout a démarré. Alors, la majorité des Arabes étant sunnites ont soupçonné fort George W. Bush de vouloir venger les États-Unis du 11 septembre en donnant l'Irak aux chiites. Après tout, n'y sont-ils pas majoritaires? Du coup, à Riyad, au Caire et à Amman, capitale sunnite, on soupçonnait les cerveaux néoconservateurs de rêver à un axe Washington-Bagdad-Téhéran susceptible de remplacer les alliances saoudiennes et égyptiennes
insuffisamment fiable pour dirigeants impopulaires. Alors, info ou intox, on ne le saura peut-être un jour, mais ce qui est sûr, c'est que le printemps des peuples arabes qui se poursuit cet automne s'est révélé finalement une bien mauvaise affaire pour l'Iran. Pourtant, à ses débuts, Téhéran a vu dans le mouvement une opportunité pour élargir sa sphère d'influence au détriment des rivaux saoudiens. Et lorsque les blindés saoudiens sont allés réprimer la révolte des chiites au Bahreïn, des députés iraniens ont réclamé une contre-intervention militaire aux côtés des chiites. Depuis, les relations entre Riyad et Téhéran sont entrées dans une phase de guerre froide. Au début donc, je le disais, Téhéran a salué avec enthousiasme la chute de Ben Ali et d'Hosni Moubarak. Applaudir à la victoire de peuples arabes révoltés contre des régimes qui truquaient les élections était sans doute une façon de faire oublier comment à Téhéran, en juin 2009, le régime de Mahmoud Ahmadinejad a écrasé dans le sang la révolte de la jeunesse iranienne, ulcérée par le trucage éhonté des élections présidentielles. Faire mine de se scandaliser de la corruption chez les autres était aussi une façon de détourner l'attention des scandales qui touchent dorénavant les plus proches collaborateurs du président iranien. Citons Rahim Mashai, son plus proche conseiller, qui est soupçonné d'avoir détourné 2,5 milliards de dollars. La justice, qui est, c'est vrai, aux ordres du guide suprême Ali Khamenei, accuse le vice-président Mohammad Reza Rahimi d'être à la tête d'une véritable mafia économique en Iran. Mais depuis que la contestation populaire menace son principal allié, Hafez al-Assad, le discours des dirigeants iraniens a changé de manière radicale. Le régime des mollahs ne peut pas lâcher le dictateur syrien parce que c'est via la Syrie qu'il entretient et alimente en armes ses protégés libanais chiites du Hezbollah. L'Iran a fourni du matériel sophistiqué au régime syrien afin de l'aider à espionner sa population. Et comme tout se sait au Moyen-Orient, la cote de l'Iran est au plus bas aujourd'hui dans la rue arabe. Cependant, Téhéran profite des conflits, hier en Libye, aujourd'hui en Syrie, pour poursuivre et accélérer son programme militaire nucléaire, tout en livrant des milliers de missiles au djihad islamique à Gaza. L'Iran développe des missiles balistiques d'une portée de plus en plus menaçante pour nous autres en Europe. Cet été, le régime iranien a révélé l'existence d'un complexe souterrain pour ses missiles disposés en silos. Bref, tandis que l'espérance démocratique se répand au Moyen-Orient, le régime islamiste est de plus en plus haï de sa jeunesse pour ses pendaisons publiques. Savez-vous qu'un adolescent de 17 ans, Alirez Mollah Soltani, a été pendu publiquement cette semaine sans que nos médias s'en fassent l'écho. Pourtant, les images éprouvantes sont disponibles sur Internet. Régime qui continue les séances de coups de fouet pour les femmes. Ce régime est-il prêt à lancer la foudre pour échapper à la colère populaire? Alors, des élections législatives doivent avoir lieu en Iran en mars de l'année prochaine. Est-ce qu'elles seront à nouveau truquées comme les présidentielles ou bien pourraient-elles constituer l'occasion de se débarrasser enfin d'un régime qui s'enfonce dans l'impopularité? Tentative de réponse, Ahmad Salamatian, et je rappelle que vous êtes un ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères, député iranien. Je suis parfaitement d'accord que la révolte verte en Iran était un annonciateur d'un changement de fond dans la région. Et un changement de fond parce que ça annonçait une entrée de cette région du monde avec du retardement dans ce que je peux appeler l'ensemble de la marche des nations vers une certaine forme de la transition démocratique. D'autres transitions démographiques, culturelles se sont accumulées et la situation était prête. L'Iran, pour différentes raisons, historiquement aussi, était précoce dans ce genre de comportement. Et la révolte iranienne, bien que réprimée, n'ont pas écrasé, n'ont pas fini. Je suis convaincu que ça couve sous le cendre. Cette révolte était annonciateur de ce qui, dans le monde arabe, n'était plus un coup d'État qui suivait les autres coups d'État. C'était un véritable mouvement révolutionnaire. Je dis bien un mouvement révolutionnaire qui n'est pas un ring de boxe. Ce n'est pas une saison. C'est une erreur de dire printemps arabe. On est rentré dans une décennie de bouleversements révolutionnaires. Et dans cette décennie de bouleversements révolutionnaires, comme toute situation révolutionnaire, il y a nécessairement un clivage. Les partisans de l'statu quo hanté et les partisans de mouvement. Le pouvoir iranien, profondément, il est un des gardiens de l'statu quo, comme le roi de l'Arabie Saoudite, comme les autres qui ont l'habitude de la guerre froide, comme les autres qui ont l'habitude des clivages d'antan de Proche-Orient, tandis que tout ça est en train de bouleverser par cette vague du fond qui est un mouvement révolutionnaire. C'est pourquoi aujourd'hui le pouvoir iranien est autant paniqué de ce qui se passe en Syrie, de ce qui se passe en Égypte, de ce qui se passe
au Yémen ou en Libye que d'autres partisans de le statu quo. Essayons sur le plan géopolitique de changer dans une décennie révolutionnaire. Il faut choisir son camp. Est-ce qu'on est dans le camp de mouvement ou dans le camp des statu quo? Si nous sommes dans le camp de mouvement, ayons le courage de l'assumer. Une question peut-être pour Shala Shafik. 70% des Iraniens ont moins de 30 ans. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, qui en fait tient la réalité du pouvoir, puisque le président n'est jamais sous sa dépendance, a accédé à cette haute fonction il y a 22 ans. Il avait à l'époque 50 ans, il en a donc 72 si je compte bien aujourd'hui. Il est réputé pour n'être jamais sorti du pays depuis 1989. Alors je lisais récemment sur un site internet Azar Nafisi, qui est une auteure iranienne, qui rapportait, donc c'était sur le site Slate, les propos d'un étudiant qui manifestait donc au cours de cette révolte verte au péril de sa vie. Elle lui disait « Mais pourquoi risquez-vous votre vie ?» Il lui répond « Nous sommes jeunes et ils sont vieux, ils vont partir, nous resterons. » Est-ce que vous pensez que pour des simples raisons démographiques, on peut se débarrasser du régime? Shala Shafik. Oui, je ne pense pas que ce soit suffisant, une raison démographique ni la pauvreté. Effectivement, nous sommes face à un régime qui a de l'argent, lié à la question du pétrole, et qui a organisé une force armée fascisante. Il ne faut pas oublier que Pasdaran, qui est quand même aussi une force économique et une force militaire, ce sont les gardiens de la Révolution. Bien sûr, les gardiens de la Révolution qui sont devenus une armée, ça veut dire qui ont été construites parallèlement à l'armée classique que le régime a gardée, mais les Pasdaran et les Basiji qui jouent un rôle important et il y a quand même une nouvelle classe sociale qui a été créée, dépendant du régime. Et donc, il ne faut pas oublier que plus de 80% de l'économie est en main, concentrée dans les mains des gens de pouvoir. Donc, il y a l'argent et il y a une proverbe qui dit chez les Iraniens « notre or et notre malheur », le pétrole. Si vous voulez, c'est ça il y a un étouffement, il y a un rapport de force. Et c'est cet étouffement, d'ailleurs, qui s'exprime d'ailleurs dans ce film. Mais il y a un échappatoire par le fait de se révolter. Les Iraniens, les jeunes en veulent plus. Mais il ne faut pas oublier que parmi ces jeunes, il y en a aussi qui sont engagés dans les Pasdaran, dans les armées. Donc il y a quand même une guerre interne aussi. Mais le régime s'est constitué une base sociale par son clientélisme. Oui, absolument. Et aussi la propagande, mais aussi l'affaire internationale la base internationale que vous développez dans votre analyse. C'est que cet argent-là a servi aussi à créer et à soutenir les mouvements de Hezbollah. Il ne faut pas oublier que Hezbollah le terme même est venu de l'Iran. Hezbollah, le parti de Dieu. Donc effectivement, c'est Khomeini qui l'a lancé et le pouvoir iranien qui le lançait. Et aujourd'hui, cette base internationale pourrait faire faillite grâce aux révoltes arabes et comme a été dit, pour ce désir de la démocratie qui s'exprime dans les rues arabes. Et effectivement, en Iran, ça s'est exprimé depuis plus d'1 siècle et ça a été étouffé depuis plus de 30 ans avec toute une répression conséquente. Et aujourd'hui, cette base internationale est en train d'être ébranlée. Et c'est ça la panique. Mais en même temps, le régime essaie de garder ce réseau et avec l'argent, avec l'armée, il essaie de se battre sur tous les fronts. Et à l'intérieur de l'Iran, ce front est constitué par les jeunes, par les femmes et par les moins jeunes aussi, puisqu'il y a toute une résistance. Et pour revenir à notre sujet, cette résistance s'exprime à partir de l'art. Et moi, je pense pas qu'il faut réduire ce cinéma, tout ce que c'est fait en Iran, seulement à la résistance. Mais il y a une guerre culturelle. Il y a une guerre culturelle qui produit tout ce qui est de beau et d'imaginatif et contre la mort, contre ce régime morbide.
Brice Couturier. Oui, j'aime vous entendre dire. Il y a effectivement une espèce de révolution culturelle en cours en Iran et elle porte d'assez jolis fruits d'ailleurs. Espérons que le jour où elle sera victorieuse, les fruits soient toujours aussi beaux. Je pense à l'art des pays d'Europe centrale, qui est peut-être moins intéressant aujourd'hui qu'avant 89. Mais enfin, c'est une aparté. Je voudrais poser une question de politique, vraiment politique à Ahmad Salamatian sur le président Ahmadinejad lui-même. On dit qu'il appartient à une secte chiite mahdiste, les Hodjatieh, et ces gens-là vivent dans l'attente du retour du dernier des 12 imams disparus en l'an 941, le Mahdi. Il y a du millénarisme chez ces gens-là. Je cite Michel Taubman, le biographe d'Ahmadinejad. Il écrit « Loin d'attendre passivement, les croyants doivent au contraire hâter le retour du Mahdi en précipitant le monde dans l'apocalypse. » Est-ce que l'apocalypse en question pourrait prendre la forme d'une guerre nucléaire et est-ce que vous pensez que le régime est assez fou pour jouer cette dernière carte dans la provocation absolue par rapport à son entourage international? Ahmad Salamatian, on vous remet votre chapeau de secrétaire d'État aux Affaires étrangères ce matin. Connaissant assez bien qu'est-ce que c'est le chiisme, quel est M. Ahmadinejad, d'où est-ce qu'il vient, quelle est son importance dans le système iranien, aussi bien que le guide suprême et les responsables de la République islamique, je dirais que ce sont les gens les plus lointains de toutes sortes de croyances, foi religieuse. Ce sont des vrais politiciens, aguerris. Ils ont une situation qui leur permet d'exploiter les croyances et les craintes des uns et des autres. Et en fonction des circonstances, ils ne se privent pas. Ce sont des artistes dans ce domaine. Je suis convaincu qu'en 30 ans de la République islamique a réussi sur le plan des fondamentaux de conviction et de la foi religieuse populaire, porter atteinte à l'idée même de la religion et de la conviction religieuse, plus que les combats des années des laïcs qui restaient limités. Aujourd'hui, il y a 3 pays dans le monde où sur leur argent, c'est leur profession de foi qui est marquée. In God we trust sur le dollar. La ilaha illallah sur le dinar, lire d'Arabie Saoudite. Et une photo de manifestants en Iran avec la même phrase sur l'argent iranien. Mais croyez-moi, dans les banques, dans la pratique, ceux qui échangent ces billets ne regardent jamais à la profession de foi. Pour moi, tout cela, c'est du brouillage, de camouflage pour essayer de cacher un jeu politique. Les fondamentaux de l'Iran, c'est une société en évolution, une société qui est en train de s'urbaniser, une société qui cherche sa place, une jeunesse qui veut être dans le XXe siècle et une jeunesse où le discours archaïque religieux ne lui répond plus. Et il y a une contradiction entre ces deux-là. L'adversaire numéro 1 de pouvoir iranien se trouve dans les rues de Téhéran, même je dirais dans les rues de Rome, la ville religieuse. Je vous donne un exemple comme libraire. Vous savez, ceci n'est qu'une pipe. De Foucault, je le vends dans ma librairie. Foucault, je vous coupe une seconde. Michel Foucault, il faut dire que vous avez été très ami avec Michel Foucault, et c'est vous qui avez initié notamment Michel Foucault au charme et à la profondeur de la pensée. Je corrige un tout petit peu. Michel était allé en Iran, il cherchait son renseignement en Iran, je l'ai rencontré. Et je l'ai suivi, et d'ailleurs, c'est pas le sujet de notre débat, on y reviendra. On fait adosser à Michel Foucault beaucoup de choses qui n'est pas vrai. Michel, c'était son domaine de prédilection de faire de la philosophie sur le terrain. Ouais. Et l'Iran, c'était un champ pour lui. Alors, passons. Mais, pour revenir, je vous dis, j'ai oublié mon... Ceci n'est pas une pipe. Ceci n'est pas une pipe. Ceci n'est pas une pipe. Je l'avais vendu dans ma librairie, au bout de 2 ans, 4 exemplaires. Un libraire de Rome de passage à Paris est venu, il m'a dit, j'ai vendu la traduction, plus de 22 exemplaires dans la ville de Rome. J'ai dit, comment est-ce possible? Il m'a dit, mais tu ne peux pas imaginer combien, à partir du moment où il y a le disque dur et on met l'ensemble de recueils de hadiths religieux, de traditions religieuses sur un disque dur, le jeune mullah lui laisser le temps de réfléchir
Il n'est plus obligé de répéter, voyez-vous, mémoriser. Ça, c'est des domaines de révolution qui se passent aujourd'hui pour le cinéma. Je reviens. Un des éléments les plus importants qui aggrave la situation de champ de mine où travaillent les cinéastes iraniens. Parce qu'ils sont en train de filmer sur un champ de mine, sans avoir aucune carte de ce champ de mine. À chaque pas, la mine peut exploser. Un des éléments les plus importants, c'est que grâce à des chaînes de télévision satellitaires, et grâce à Internet, et grâce à YouTube, ils ne font plus des films de cinéma et d'art d'essai. Tout à l'heure, on a dit, est-ce qu'une palme, ça sert à un cinéaste iranien? Je dirais, c'est exactement comme l'écran. Si un cinéaste fait un film et il ne le met pas en écran, il ne risque rien. Mais si c'est sur l'écran et il y a le reflet, s'il y a le palme d'or, s'il y a le scar, à ce moment-là, ça devient l'objet de conflits importants. Et tout ce conflit, ça se passe sur le niveau culturel. Comme il dit, c'est vrai, la culture dans notre période est l'ennemi numéro 1 des dictatures totalitaires. Nous l'avons fait l'expérience avec les pays de l'Est. Et cette expérience-là, il a du fondement. En Iran, c'est la même chose. On est en face d'une révolution culturelle, sociétale, une société qui est de plus en plus anachronique avec son pouvoir. Charles Chafik. Oui, mais en même temps, moi je pense, pour regarder un peu, pour lire ce qui vient et ce qui s'exprime sur le blog, voir aussi les images de la télé officielle, si vous voulez, il y a quand même un fond de attentisme, c'est-à-dire cette histoire de Mehdi, attente et aussi la fin du monde, tous ces imaginations sont bien exploitées au service pour répondre à un désespoir. Si vous voulez, il y avait un projet islamiste qui voulait amener la justice sociale, qui avait promis un peu le paradis, pas le paradis, mais aller au paradis, mais aussi passer par la justice sociale. Et tout ça s'est écroulé. Et maintenant, ce discours remplace un peu cela. Et donc, ça a un écho chez une partie de ces gens qui ont été mobilisés par le régime. Moi, je pense que si vous allez, par exemple, maintenant dans les lieux de culte, où là, vous voyez les personnes qui jettent des pièces et qui attendent. Et donc, cet attentisme et ce retour, si vous voulez, tous ces termes-là, coraniques, tous ces pensées, tous ces espoirs et perspectives actuellement sont exploités. Et moi, je pense qu'il y a une utilisation interne qui est toujours valable, malheureusement. Et ça existe maintenant. Mais ils attendent quoi? Ils attendaient le paradis sur terre de la révolution islamiste il y a 25 ans, et maintenant ils attendent quoi? La fin du monde? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, c'est quand vous avez tout qui s'écroule, le fait que vous pouvez être les soldats ou les personnes qui font précipiter la fin du monde pour que la justice après s'instaure, puisque c'est ça dans le mythe de Mehdi, c'est que l'imam caché vient quand la situation est grave et tout s'écroule, et il va amener la justice. Si vous voulez, c'est tout ce discours avec toutes les factices, qui est tout à fait factice, si vous voulez, mais c'est exploité. C'est le discours apocalyptique qu'on connaît très bien dans le christianisme ou dans le judaïsme aussi. Hein. Bien sûr, mais de l'autre côté de ce discours, il y a aussi une dimension de l'espoir, si vous voulez, qui est exploitée. Ce n'est pas la fin de la fin, c'est aussi quelque chose qui viendra après. Et ça, pour les gens qui n'ont rien sur cette terre, à qui vous pouvez rien donner, ça promet encore quelque chose. Donc le régime tente de garder son côté prophétique quelque part, mais comme je suis d'accord, avec beaucoup d'échecs, c'est-à-dire que ça échoue, mais ils essayent et ça marche encore. Ahmed Salamatian et Agnès Victor. Comme dans le christianisme, comme dans le judaïsme, le discours apocalyptique devient un fonds de commerce au moment où la politique est en train de s'évoluer autrement. Voilà. C'est une sorte de palliatif, une sorte d'échappatoire. Voilà. Ce n'est pas la cause de dynamisme politique. Voilà. Sinon, M. Ahmadinejad, il sait très bien que même Mahdi ne pourrait pas le sauver. Non, je croyais que vous vouliez intervenir, Agnès Victor. Je voudrais, Ahmed Salamatian, vous soumettre tout de même aussi quelques nouvelles récentes sur la question de l'Iran, et je m'adresse là encore une fois à l'ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères.
Que faut-il quand même attendre et prévoir de l'Iran qui, peut-être justement dans ce qu'on appelle le printemps arabe, devient de plus en plus isolé, mais dans son fameux quand même bras de fer et les effets de menton réguliers d'Ahmadinejad vis-à-vis notamment de l'Europe et des États-Unis. On l'a vu encore dans son discours de l'ONU jeudi dernier. Puis on a appris hier, par exemple, que la marine iranienne, qui cherche depuis un an à accroître sa présence dans les eaux internationales, va envoyer des navires à proximité des eaux territoriales américaines. C'est le commandant en chef de la marine iranienne qui l'a déclaré en disant « Tout comme l'oppression mondiale, les États-Unis, est présente non loin de notre frontière maritime, le golfe Persique, notre marine va avoir une présence forte non loin des eaux territoriales des États-Unis. » Et cela fait suite à une déclaration du 19 juillet où le même amiral, nous dit l'AFP d'hier après-midi, où l'Iran avait dit donc qu'elle allait envoyer une flottille dans l'Atlantique. Ça fait sourire tout spécialiste de la guerre des étoiles et de la compétition d'armement international. Et malheureusement, dans l'imaginaire iranien, c'est ancien. Déjà au 19e siècle, quand les Russes était en train de conquérir les parties du territoire iranien, il y avait un marchand de rêve qui avait dit que je fais un canon qui est capable de viser Moscou de Téhéran. Et il avait tiré et Téhéran était devenu plein de fumée. Pour expliquer pourquoi, on lui a dit, mais comment ça se fait? Il a dit, voyez-vous, s'il a fait tant de dégâts à Téhéran, qu'est-ce qu'il a fait à Moscou? Mais à ce moment-là, la distance entre Moscou et Téhéran, c'était 2 mois. Aujourd'hui, c'est instantané. Ça fait rigoler tous les gardes-côtes américains. Bon, voilà, écoutez. Mais ça, attention, il y a un aspect. Ça rassure les soldats et les gardiens de la révolution dans le pouvoir iranien, et ça montre que ce pouvoir est paniqué. Ça a plus un effet quoi, de politique intérieure que de politique internationale, évidemment. Monsieur Ahmadinejad, il est allé aux Nations Unies, d'ailleurs, dans une situation complètement déplumée, fin de règne dans 13 mois, nous ne parlerons plus d'Ahmadinejad, c'est fini. Et à ce moment-là, seul moyen qu'il avait de transformer la scène des Nations Unies comme un moyen d'adresser à l'opinion intérieure pour leur propre camp. Mais arrivé à Téhéran, vous savez combien de personnes on allait l'accueillir à l'aéroport? L'année dernière, ils étaient quelques milliers. Cette année, c'était quelques dizaines. Ça passe plus. Deuxième question de géopolitique, Ahmed Salamatian. Que faut-il penser là aussi en revanche de la visite d'Ahmadinejad au Soudan pour renforcer les liens avec Khartoum? Oh, vous savez, le Soudan, ça fait 40 ans que les Iraniens promettent de donner de l'argent aux Soudanais. L'ancien dirigeant soudanais, il avait une expression qui disait « les Iraniens promettent et ils ne payent jamais ». Mais au jour d'aujourd'hui, trouver comme allié géopolitique important le Soudan, c'est vraiment une victoire diplomatique plus importante que l'apocalypse dont vous parlez. 8h et presque 40 minutes, Ahmed Salamatian, Chala Shafik, Agnès Victor, voici rentré dans le studio Thomas Cluzel, c'est l'heure de son coup d'œil, je ne sais si on reste dans la région, Thomas, rebonjour à vous. On reste, oui, dans la région, en Syrie plus exactement, avec un témoignage exclusif à lire ce matin sur le site de l'hebdomadaire chrétien La Vie, Sophia Amara, 43 ans. est la première journaliste indépendante à avoir pu filmer, c'était en août dernier, la révolte du peuple syrien et sa sanglante répression. Son documentaire sera diffusé prochainement à la télévision. Et donc sur le site de La Vie, eh bien, elle raconte son périple à haut risque. En arrivant, dit-elle, je ne savais pas exactement où j'allais pouvoir tourner. D'une part, parce que la sécurité est omniprésente et multiforme. L'armée, les miliciens en civil, les gros bras du régime, même une femme ou un enfant peuvent s'avérer être des espions de la dictature, dit-elle. À l'inverse, quand je filmais les manifestations, eh bien, là, j'ai dû prouver que moi-même, je n'étais pas un espion et que j'étais journaliste française. Mais ce type d'information, vous savez, circule très vite. Les autorités ont appris ma présence et au moment de quitter le pays, eh bien, j'ai été arrêté à l'aéroport de Damas. J'avais déjà envoyé à l'étranger mes rushs, fort heureusement. Néanmoins, j'avais toujours une copie sur moi. Et après 1h30 d'interrogatoire, je faisais un tel souk que les policiers m'ont relâché. Alors, muni d'une petite caméra HD, Sophia Amara a donc suivi au quotidien le travail des comités de coordination de la Révolution. J'ai rencontré des étudiants en finance, en droit international, des chômeurs, bien sûr une majorité de confession sunnite, par opposition à la minorité alaouite chiite au pouvoir. Il y a également des Ismaéliens, des Kurdes. Tous souhaitent l'avènement de la démocratie et se considèrent comme un seul peuple. À Homs, leur slogan, c'est ni l'Iran,
ni le Hezbollah, ni salafistes, ni frères. À Hama, l'une des villes les plus conservatrices et réputée proche des salafistes, tous n'ont qu'un seul mot à la bouche, quelle que soit leur classe sociale, leur origine ou leur religion. Nous voulons un État laïque. Alors le régime Assad, pour autant, a bien travaillé puisqu'il est parvenu à faire croire aux communautés qu'un pouvoir alternatif ne serait jamais aussi laïque que lui, brandissant notamment la menace de frères musulmans. Plusieurs témoignages montrent également l'implication de membres du Hezbollah libanais et de gardiens de la révolution iranienne dans les massacres. À Homs, notamment, des Iraniens ont été aperçus par les manifestants et des photos de leurs cartes d'identité ont même été publiées, dit-elle, sur Facebook. Enfin, dernière question à Sophia Amara. À la suite de votre reportage, plusieurs Syriens que vous avez rencontrés ont été arrêtés. Avez-vous de leurs nouvelles ? Interroge l'hebdomadaire. Eh bien, Rastan Omar, le coordinateur de la Révolution, a dû quitter sa famille. Son oncle, qui m'a beaucoup aidé, lui aussi, n'a toujours pas été relâché. Mais il serait en vie quant à cet officier libre capturé après mon passage. Il aurait été tué. Voilà, Syrie, dans l'enfer de la répression, donc documentaire qui sera diffusé le 11 octobre prochain sur Arte. Voilà, le coup d'œil donc sur la Syrie, le coup d'œil de Thomas Cluzel. Ben voilà qui vous donne raison, Ahmed Salamatian. Hein, oui. Ça rejoint un peu ce que vous disiez sur la question du religieux. Le pouvoir iranien est paniqué par ce qui se passe en Syrie et il fera tout pour essayer de garder Hafez el-Assad coûte que coûte. À un certain moment, on disait, et ça s'est un peu calmé d'ailleurs, c'est qu'au fond, si la Syrie pouvait garder pour l'instant, on va dire, intact son régime avec la répression que l'on sait, c'était grâce au coup de main iranien, après ce que vous avez dit sur les Iraniens et le Soudan, par exemple. Dans tous les événements, au niveau populaire, on accuse l'autre. Par exemple, pendant la révolution iranienne, on disait que c'était les soldats israéliens qui ont tiré sur la foule. Après, ils ont dit que c'était les Palestiniens qui ont tiré sur la foule. Pendant la révolte verte, on disait que c'était les Libanais Hezbollah qui ont tiré sur la foule. Je suis convaincu que la Syrie a suffisamment de sbires pour ne pas avoir besoin de tireurs iraniens, de même manière que les Algériens n'avaient pas besoin des Afghans pour leur apprendre de faire la bombe. Ce sont des phénomènes intérieurs, mais ça, c'est des formes que prend l'imaginaire. Il faut l'étudier. Pourquoi est-ce que ça prend cette forme-là ? Aujourd'hui, le pouvoir iranien fera tout pour sauver son ami et son allié Hafez el-Assad, parce que c'est une pièce maîtresse dans ses relations avec le Hezbollah, mais aller jusqu'à là d'abord dans les rues de Hama et de Homs, avec besoin des soldats iraniens de tirer, il faut méconnaître les capacités de mobilisation des voyous et des gens alaouites en Syrie. Mais en même temps, on sait que dans les camps d'entraînement, de toute façon, les forces Hezbollah se soutiennent. Donc, effectivement, il y a tous les aspects d'imaginaire et de fait que les gens essayent de dire des choses comme ils le peuvent, mais en même temps, il y a une réalité, il y a une solidarité forte et un soutien mutuel sur le plan financier et militaire. Et puis je voudrais aussi dire d'un mot que les nouvelles ne sont pas bonnes du tout pour votre ami, hein, Caroline Eliachev, entre autres, que vous connaissez. Syrienne. Voilà, Rafah Nached, détenu depuis le 10 septembre. Son état de santé s'est fortement dégradé ces derniers jours, lit-on sous la plume de Jean-Pierre Perrin dans Libération. Elle est âgée de 66 ans et le plus étonnant, disaient certains témoins, c'est qu'elle n'était pas réputée pour être une opposante violente, hein, au régime syrien. On ne peut pas lui reprocher rien d'autre qu'au fond d'avoir essayé d'ouvrir les esprits de ses patients en leur donnant des outils pour sortir de leur carcan. Enfin, elle a fait son travail de psychanalyste. On a en tout cas des nouvelles pas très rassurantes. Charles Chafik, Ahmed Salamatian, Agnès de Victor, une fois qu'on a essayé comme ça de comprendre ce qui se passait sur la question intérieure en Iran, on se rend compte que, et pour revenir à notre sujet du jour et à Ceci n'est pas un film, que le cinéma iranien, au fond, n'en parle jamais très directement de tout cela, mais qu'au fond, tout cela transparaît constamment dans les films. Comment vous le décryptez, vous qui connaissez bien la société iranienne, Agnès de Victor, vous y faites des voyages très réguliers. Comment vous décryptez justement ce qui est sur l'écran et qui rend compte de ce qu'est la vie là-bas ? Là, on va peut-être revenir à ce film magnifique qui sort aujourd'hui. Donc, Ceci n'est pas un film. Je crois qu'il faut dire aux auditeurs d'aller le voir. C'est un film drôle. Il y a énormément d'humour. On voyage beaucoup plus que dans beaucoup d'autres films. Pourtant, on reste donc dans cet appartement de Jafar Panahi. Et moi, ce qui me fascine dans le cinéma iranien depuis plus de 20 ans que je travaille dessus, c'est que là où il est le plus politique, c'est pas dans ses discours, c'est pas dans les films qui parlent de politique. Ça, on en a eu plein, même depuis le lendemain de la Révolution.
Révolution, même avant la Révolution, ou qui était déjà un régime oppressif. Mais c'est vraiment dans la mise en scène, au cœur de la mise en scène. Pour moi, le film de Panahi que vous irez voir sur les écrans, je l'espère, est un film hautement politique, non pas tant quand il parle des risques qu'encourt sa fille, non pas tant lorsqu'il parle avec son avocate, où il attend son jugement, l'application de la peine, non pas dans ces moments-là, mais il nous dit, finalement, c'est un film hyper réflexif sur ce qu'est le cinéma, où il va nous parler, par exemple, de ce qu'est la mise en scène, de ce qu'est la direction d'acteurs, et nous montrer de façon très, très concrète que même un réalisateur qui a tous les pouvoirs, qui a les pleins pouvoirs sur son acteur, eh bien non, ça ne marche pas. L'acteur est toujours libre, l'acteur se retourne contre le réalisateur, et finalement, Panahi nous dit qu'il n'y a pas d'assignation possible, que ce soit à la fois politique, mais que ce soit aussi dans le cinéma. Et sa réponse la plus politique, elle passe par la mise en scène, tout comme quand il nous construit un monde à son image avec 3 bouts de scotch, et parce que c'est un très grand metteur en scène, on finit par voir le film qu'il aurait aimé faire uniquement par des traçages au sol. Et là aussi, il nous montre à quel point le réalisateur nous donne à voir, même sans rien, même sans décor, même sans... Et pourtant, on voit le film. Et pour moi, la réponse la plus politique, elle est dans le cinéma et elle est dans la mise en scène. Alors, on parle du cinéma, mais que se passe-t-il sur les autres fronts culturels ? Est-ce que la chanson arrive à faire les mêmes, je dirais, contorsions et arrive à parler de la société iranienne comme le cinéma le fait ? Est-ce qu'il y a des romans ? Est-ce qu'il y a des bandes dessinées ? On sait peu de choses. Vous voyez, tout d'abord, pour revenir sur ce film que j'ai vu et j'étais agréablement surpris parce que je suis tout à fait d'accord, c'est tout à fait un film. Et un film où il y a une articulation, il y a un mélange entre l'imagination, la fiction et la réalité qui fait exploiter cette réalité de la censure et qui est, en fait, c'est aussi une réflexion sur son cinéma à lui-même, de Panahi. Donc, Panahi a été un cinéaste qui a toujours décrit cette impasse. Dans Le Cercle, on voit, et à partir de la vie des femmes d'ailleurs, dans ce film, ceci n'est pas un film, il y a aussi le sujet d'une jeune femme emprisonnée et qui est une métaphore quelque part de son emprisonnement personnel. Donc, effectivement, et de l'emprisonnement de toute une société, si vous voulez. Et c'est quand il parle de cercle et après, quand on voit dans Offside, c'est-à-dire à la fin, les gens sortent et ici, les gens retournent à la maison. Donc, si vous voulez, dans le film Cercle, il y avait l'impasse. Après, il y avait la sortie dans la rue qui a prédit quelque part le mouvement, de manière métaphorique, le mouvement de révolte populaire qui sont venus après. Et ici, c'est retour à la maison. Mais c'est une maison qui est en même temps une prison, mais un échappatoire. Ça aussi, c'est un symbolique très fort. C'est que la prison devient un lieu où on peut s'échapper par l'acte de création. Donc, par la vie, on va contre la mort. C'est ça, et c'est finalement tout ce que l'art a fait tout le temps.